Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Aujourd'hui, on reçoit Élise Reynard, formatrice tourisme et créatrice de la première formation dédiée au métier de travel planner. Alors bonjour Élise. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter d'abord qui es-tu, ton parcours, et ensuite ton concept et ce que c'est aussi le métier de travel planner? Ok, alors moi je m'appelle Élise, je suis dans le tourisme depuis quasiment toujours, j'ai envie de dire. J'ai fait plein de métiers dans le voyage, j'ai été en office de tourisme, j'ai été en réception d'hôtel et j'ai travaillé dans des grands groupes du voyage comme Thomas Cook ou Ailleurs Voyage. J'ai fait pas mal de choses différentes, que ça soit de la clientèle loisirs, affaires, groupe. Bref, j'ai fait plein de choses dans le voyage et il y a quelques années, j'ai quitté on va dire le marché des agences classiques pour me lancer en tant que travel planner. Donc du coup ça permet de poser le cadre maintenant. Un travel planner, c'est effectivement pas un agent de voyage, c'est un conseiller tourisme, c'est un coach voyage. Voilà, il y a plein de termes qui sont utilisés. C'est quelqu'un qui prodigue des conseils, qui crée par exemple des produits digitaux, mais c'est pas du tout quelqu'un qui fait de la réservation de voyage. C'est pas du tout le même métier. C'est la plupart des indépendants et c'est vraiment basé sur du conseil. Et alors moi je me suis lancée 6 mois avant le Covid, c'est un bon moment pour se lancer, si bien que je pense que ça a fait poser beaucoup de questions à pas mal de gens, justement cette période un petit peu particulière de flottement en 2020. Et moi j'ai créé la formation parce que sur le marché des travel planners, j'avais un rôle un petit peu, une expérience un petit peu différente parce que je viens du voyage et pour la plupart ils viennent pas forcément du tourisme. Donc toi, t'as les connaissances du métier traditionnel finalement d'agent de voyage, puisque tu l'as fait, et en plus de ce que c'est travel planner. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation parce que y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément le tourisme, la législation, comment ça marche, qui sont les acteurs, etc. Ils savent pas comment sont créés par exemple des produits en agence. Et ça c'est aussi un problème, c'est que parfois le tourisme c'est pas hyper transparent pour les clients et du coup les gens qui veulent s'y lancer ils savent pas trop comment faire. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation pour remettre du cadre, pour que les gens qui se lancent le fassent sereinement et qu'ils le fassent en fait dans les bonnes conditions, mais en comprenant aussi le domaine d'activité qu'ils intègrent, parce que c'est hyper important de savoir où on met les pieds, quoi. Ok, moi j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que du coup le terme travel planner est aujourd'hui aussi utilisé par certains agents de voyage, donc du coup c'est pas forcément clair. Ouais. Donc tu nous as dit c'est un conseiller tourisme, c'est une personne qui prodigue donc des conseils. Ouais. Et pas forcément, donc elle fait pas la réservation, hein, c'est ça. Donc elle a pas les mêmes règles du coup à respecter en termes de législation, c'est ça? Totalement. Les travel planners sont pas des agents de voyage, n'ont pas la possibilité de réserver. De toute façon, ça c'est la loi, hein, c'est légal. Ils font pas non plus d'assistance pendant le voyage. Ils donnent pas de prix packagé du type pour votre séjour en Crète, ça fait tant. Parce que en fait, ils négocient pas les prestations non plus. C'est vraiment, c'est pas du tout le même métier. On est vraiment plutôt sur un métier de conseil. Alors moi, je fais souvent la comparaison. C'est un peu comme les wedding planners, qui sont un peu les chefs d'orchestre du mariage, pardon. Et qui du coup en fait agglomèrent soit des prestations, en fait font aussi tout le truc qui est un petit peu chiant et que les clients aiment pas, c'est-à-dire d'aller faire des recherches, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de contenu partout dans le voyage, que ça soit alors sur les blogs, les guides, les sites dédiés, les sites d'opérateurs classiques, les grandes OTA, que aujourd'hui les gens en fait savent plus trop comment faire leur choix. Finalement on peut trouver l'information. Et donc il y a beaucoup de gens qui veulent faire. Donc c'était une de mes questions, mais tu la devances un peu par rapport à faire du do it yourself, ou aller par exemple sur MyAtlas qu'on a interviewé, où on va avoir des idées, etc. Là il y a un contact quand même du coup humain. Et finalement peut-être que certaines personnes aujourd'hui elles ont pas cette envie là de faire des recherches, finalement on a trop d'informations, c'est pas qu'on ne l'a pas, peut-être on est passé d'une peut-être avant internet à zéro information et on allait forcément voir son agent de voyage, à aujourd'hui on a trop d'informations et donc on va voir son agent de voyage ou son travel planner du coup qui est peut-être un peu plus en amont dans le voyage finalement, mais qui est complémentaire du coup à l'agent de voyage. Est-ce que
où il y a trop d'informations, il va faire un peu le travail en amont de chef de projet, et après il passe le dossier aux agents de voyage. Comment ça se passe? Alors globalement, les clients des travel planners sont pas les clients des agences de voyage. D'accord. Okay. Mon ex petit cœur d'agent de voyage a beaucoup souffert au début quand je me suis rendu compte de ça. Okay. Parce que moi, quand j'étais agent de voyage, j'étais persuadée que tout le monde allait en agence de voyage. Bah non. Il y a aussi beaucoup de gens. Alors moi, je l'ai constaté, je le constate encore avec les gens que je forme. Ils ont énormément de clients qui ne sont jamais allés en agence, ni agence en ligne, ni agence physique. C'est-à-dire que c'est des gens qui font du do it yourself habituellement et qui passent juste des heures en fait à chercher sur internet. Donc finalement, pour toi, il y a vraiment pas de. En plus, du coup, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a pas de concurrence, mais il y a pas non plus de lien particulier entre un avant voyage finalement du travel planner et une suite qui pourrait être prise par l'agence. Les travel planners n'enlèvent pas le pain de la bouche des agents de voyage, parce qu'il y a aussi des clients qui veulent que les réservations soient gérées, et à ce moment-là, le travel planner peut pas répondre à ça, et soit il connaît une agence et il renvoie le client vers une agence, soit le client connaît déjà une agence et il va directement. La plupart des clients, mais c'est même 95% des clients des travel planners, sont des gens qui sont du style Booking Addict, Expedia Addict, tu vois, qui vont sur Pinterest, sur des blogs. Sur les OTA et les sites, et en fait passent des heures et finalement veulent aller un peu plus vite sur le conseil, mais par contre vont vouloir faire leur résa, ou en tout cas... En fait, aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'habitude de faire tout seul, mais en fait pas forcément uniquement par choix, mais qui se disent en fait aujourd'hui je me rends compte du temps que ça prend en fait, et surtout du temps que ça prend de sélectionner des prestations, et faire appel à quelqu'un, ça leur parle parce qu'ils se disent je vais donner en gros mon cahier des charges et la personne va faire le traitement. Et ils ont plus ce truc-là de se dire ouais mais alors attends, j'ai vu tel blogueur, il a dit ça, oui mais alors mon cousin Martin, il m'a dit il y est allé, c'était pas bien, mais j'ai aussi vu des avis qui sont positifs, mais du coup, et en fait c'est super internet, parce que ça fait finalement l'agent de voyage aussi, sauf que l'agent de voyage il va plus loin, il a donc ce que tu disais, hein, c'est lui il va faire la réservation et il va faire l'assistance voyage aussi. Faire l'assistance voyage, et qui est très importante d'ailleurs, mais qui finalement n'est pas demandée par tous les clients. Non. Et, non, il y a beaucoup de clients qui ont pas forcément, alors déjà qui ont envie de garder la main sur leur réservation. Après, je pense qu'il y a une vraie aussi méconnaissance. Il y a encore ce côté, de toute façon, si je fais appel à une agence de voyage, on va me facturer le max. Je saurais pas exactement combien ça coûte. Et si je regarde par moi-même, c'est aussi ça la profusion de contenu. Si je regarde par moi-même, en fait, j'aurai moins cher. Fatalement, il y a un intermédiaire de moins. Enfin, ça, c'est juste logique. Oui, sauf on paye le service, donc après, il faut arriver à faire comprendre aux gens à quoi ça sert en fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on paye ce service-là? Moi, je sais que j'ai longtemps été en agence, et en fait, les clients, quand tu leur expliques clairement, oui, là, je vous accueille, il y a une agence. Enfin, tu vois, ça paraît bête parfois, mais montrer aux clients que oui, avoir un commerce, en fait, c'est un coût. Effectivement. Donc, et puis moi, je suis là, donc faut bien me payer aussi. Voilà, donc c'est aussi ça. Après, il y a aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé, et je pense que c'est pour ça que soit les agences de luxe, soit les agences indépendantes ont aussi bien tiré leur épingle du jeu suite au Covid. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus envie de travailler avec des gros opérateurs, et ça dans tous les segments de la consommation aussi. Quand c'est des grosses entreprises, depuis le Covid et toutes les complications qu'il y a eu, il y a beaucoup de clients qui ont envie de faire travailler des petites entreprises à taille humaine, qui vont s'adapter à eux en fait. Par exemple, qui vont leur proposer des rendez-vous entre midi et 2, ou un appel le samedi à 19h. Parce qu'un indépendant, il peut le faire, et on jette pas la pierre au grand coup. Nous on en a parlé aussi, on en a parlé sur le podcast il y a assez longtemps avec Eric Battens, qui nous expliquait que lui, il fonctionne qu'avec des clients en fait qui connaît bien, et aussi finalement en visio. Donc la plupart des clients, il les a pas forcément eu. Totalement. Donc c'est vrai qu'ils ont les indépendants ont cette possibilité d'être un peu plus flex. Après, on a d'autres agences et agents de voyage qui sont indépendants, qui aujourd'hui transforment un peu l'univers de l'agence classique, tout en restant agent de voyage et en ayant la résa et justement le suivi client à destination, et qui rencontrent leurs clients dans des tiers-lieux. Des restaurants, des hôtels particuliers, etc., et qui font un peu bouger les codes. C'est vrai qu'après sur les agences traditionnelles, on a encore les codes n'ont pas encore toujours bougé. Je pense qu'ils vont bouger à un moment, mais en effet, c'est ça demande. En fait, c'est un peu c'est un peu étonnant. En fait, le tourisme est un domaine qui s'est moins adapté à la digitalisation entre guillemets. On fait globalement quand même du voyage comme il y a
bah moi j'ai été en agence pendant longtemps, ça a pas beaucoup changé. Aller chez les clients, c'est encore un truc un peu compliqué. En fait, quitter le point de vente, c'est un peu compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que les clients demandent. Donc effectivement, quand t'es indépendant, après, c'est peut-être aussi, je pense qu'en fait les deux sont importants. On est sur aujourd'hui, que ce soit dans le travail, en fait, dans nos modes de travail, puisqu'on est passé sur des modes hybrides, et dans nos modes de consommation finalement, puisque en fait tout est lié. Hein, le tourisme, c'est la vie. Hein. On est passé sur des modes hybrides, et en effet, je pense que entre le physique et le digital et la visio et les tiers lieux, que ce soit dans le monde du travail, où on peut imaginer demain des entreprises qui vont installer des tiers-lieux, où on ne va pas tout être sur Paris, où il va y avoir un peu de télétravail, un peu de présentiel, et on va réinventer le travail. Dans les agences, en fait, toi, tu sens aussi, et avec les travel planners, cette tendance-là de dire les gens, ils expérimentent ça dans leur travail et dans leur mode de vie, et donc du coup, ils ont envie aussi d'expérimenter dans le tourisme. C'est ça que... Ouais, c'est ça, et c'est surtout, je pense que avoir les deux, c'est avoir un lieu où tu peux rencontrer les gens, parce que il y a aussi des travel planners qui, par exemple, remettent les carnets de voyage aux clients en main propre. Parce que, malgré tout, oui, avoir le contact humain, c'est quand même un truc que la plupart des gens apprécient. Ça reste quelque chose qui est possible, comme tu disais, soit dans des tiers-lieux, soit dans des hôtels particuliers, des restos, etc. Ouais, c'est pas forcément enlever le physique. Aujourd'hui, même dans le travail, en fait, on se rend compte que les gens, même si ils se voient moins parce que il y a des nouveaux outils aujourd'hui pour communiquer, justement, le rencontre physique doit avoir peut-être encore plus un supplément d'âme, un accueil, une expérience qui soit vraiment différente, peut-être qu'on découvre alors je sais qu'il y a certaines agences qui font ça, où on découvre des cocktails du monde, où il y a un côté, je sais pas, on peut lire, on peut peut-être louer du matériel, on peut faire autre chose que l'agence traditionnelle, et où il y a plus-value, on se dépasse pas vraiment pour rien, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses à réinventer dans le voyage, et c'est effectivement pas forcément, les gens qui font appel à des travel planners, c'est pas en mode je veux que du digital, je veux parler à personne et remplir juste un formulaire, et non, en fait. Il y a effectivement aussi ce côté, c'est cool de pouvoir avoir quelqu'un, alors bien sûr, à y mettre des barrières aussi, hein. L'idée, c'est pas qu'on appelle son travel planner à 4h du matin non plus, mais avoir ce côté où, si la rencontre est possible, pourquoi pas? Mais avoir la possibilité... Ça rajoute cette flexibilité-là. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est bien de le souligner, parce que je pense que oui, ça fait peut-être peur aux agents de voyage, où il y a un peu une défiance vis-à-vis des travel planners, mais honnêtement, moi j'ai été la première surprise. 95% des clients ne sont jamais allés dans une agence, et sont des gens en fait qui sont déjà acquis à Internet. Et parfois, ça permet aussi, et c'est ça qui est plutôt cool, et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler, venir vers un travel planner, c'est un premier pas vers un professionnel du tourisme. Il y a déjà des agences qui bossent avec des travel planners, parce que, par exemple, sur certaines destinations, soit ils ont pas la connaissance terrain, et c'est possible, hein, on sait pas tout en agence, et c'est parfois confortable d'avoir quelqu'un. Il y a des travel planners, par exemple, qui connaissent très bien certaines destinations qui sont assez particulières. Du coup, ils font de la sous-traitance. Et c'est ok, en fait. C'est le meilleur des deux côtés. Je pense qu'il y a vraiment un côté où il faut se dire, il y a des gens, de toute façon, Internet, c'est un fait. Internet est là, on peut pas lutter contre Internet. Voilà, c'est comme ça. Booking, etc., c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Soit tu fais avec, soit tu regardes ça passer. Effectivement, aujourd'hui, les travel planners, c'est un premier pas où, moi, j'en connais beaucoup, quand ils sentent que le client a besoin de réserver, ou qu'ils sont pas compétents, ou que, par exemple, le projet ne correspond pas à ce qu'ils peuvent proposer, ils renvoient vers des agences. Et on a toujours fait de l'apport d'affaires dans le tourisme, il y a beaucoup d'agences qui le font, et ça permet aussi aux clients de se dire, ok, mon premier pas, c'est peut-être un travel planner, il me recommande une agence, celle-là, je vais la tester, pourtant, j'y serais jamais allé. Et si ça se passe bien, tout le monde est content. Le travel planner, il a fourni une prestation qui est ok, le client, il a découvert une agence, et si ça lui convient, il y va. Après, c'est effectivement des agences qui sont plutôt des agences indépendantes, et qui vont aussi être flexibles. Ça c'est un fait. Mais il y a déjà beaucoup d'agences qui travaillent avec des travel planners. C'est pas un mythe, quoi. Hein. Alors, on va revenir sur tes services. Quels sont tes services et ta proposition de valeur? Toi, qu'est-ce que tu proposes, en fait, hein? Alors, moi, aujourd'hui, je fais uniquement de la formation, c'est-à-dire de la formation tourisme.
généralement plutôt tourné effectivement vers les gens qui veulent se lancer en tant que travel planner. Donc l'idée c'est de proposer une formation qui allie les connaissances dans le tourisme, puisque moi c'est ma formation de base, et l'entrepreneuriat, parce que alors je pense que là ça fera plaisir aux professionnels du tourisme qui vont écouter ça. Oui, travailler dans le tourisme, c'est un vrai domaine d'activité. Moi, c'est ce que je dis toujours, être voyageur, c'est pas une compétence métier. J'ai pas de problème à dire ça et je le dis très souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile d'entreprendre dans le tourisme, mais en fait, pas du tout. Aurélie Berthet-Oringo, on l'avait reçue sur ce sujet-là, l'agent de voyage, et elle nous avait dit que même dans son recrutement, donc de Voyage Sauvage, qui avait le même discours que toi, justement. Ah oui, dire que justement, même dans ses recrutements aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, ça ne suffit pas, et il y a énormément de choses, la psychologie du voyageur et pas mal de juridique aussi à appréhender. Ouais, et puis il y a des choses qui sont tu peux être le meilleur voyageur du monde, tu peux avoir, moi je le dis toujours, les gens qui ont fait un tour du monde sont pas forcément ni des bons agents de voyage ni des bons travel planners, parce que comprendre le client, c'est une énorme part, et surtout comprendre le client quand il voyage pas comme toi, parce que travailler dans le voyage, c'est pas que les clients fassent ce que toi tu fais. C'est pas l'idée, c'est pas de leur dire moi je voyage d'une certaine façon et c'est la meilleure. Il y a un petit peu ça aujourd'hui dans les contenus, notamment sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut envisager le voyage. Moi je le dis toujours quand les gens me disent moi j'adore organiser des voyages, je leur dis bah c'est cool, c'est bien, pour toi c'est tes vacances, est-ce que tu dois faire ça tous les jours ? Parce que tu vas peut-être avoir des demandes qui correspondent pas à ta façon de voyager, ou des destinations que tu connais pas, et il va falloir que ça devienne quelque chose de professionnel, c'est-à-dire avoir une posture de professionnel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé la formation. Ouais, il y a une différence entre c'est mon hobby, j'aime bien faire ça, et le pro, et quels sont les enjeux d'écoute client, etc. Les gens se rendent pas compte, mais c'est épuisant la relation client. Faire de l'écoute active avec des clients pendant des appels de 30 minutes ou des rendez-vous clients, c'est épuisant. Et la première fois qu'ils en font, moi dans la formation, je donne ma méthode d'entretien client. Quand ils font le premier appel, la plupart ils m'écrivent, ils me disent je suis rincé. Et c'est normal, parce que c'est très fatigant. Et c'est là où ils se disent ouais, en fait, ouais, c'est vrai, c'est un vrai métier. Mais moi, ça m'arrive de refuser des gens en formation parce qu'effectivement, soit le projet est pas assez abouti, soit moi je leur dis je pense pas que ça soit réellement quelque chose que tu vas pouvoir faire en tant que métier. Bah parce que juste aimer voyager, c'est pas un métier. Quand t'as juste envie de passer du temps, je sais pas, sur plein de plages ou de faire des tours du monde, etc., bah c'est pas ça être travel planner. Ça, c'est créer du contenu. Donc finalement aussi, toi, tu accompagnes aussi les gens à savoir si ça va matcher aussi, et si... Ouais, moi je suis très honnête là-dessus, je leur dis à quoi ça ressemble vraiment le métier, je suis pas là pour vendre du rêve, leur dire c'est facile, tu vas faire 10 000 euros en 3 mois, c'est pas vrai, entreprendre c'est dur, c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup de remise en question, et je leur dis si vous êtes pas prêt à ça, et aussi à avoir potentiellement un revenu qui vacille, faut pas se lancer, mais d'ailleurs pas que dans le travel planning, dans n'importe quel domaine, entreprendre c'est compliqué. Donc moi je suis vraiment partisane je suis très honnête et très transparente là-dessus. Je survends pas mes formations, c'est pas la solution à tout, c'est-à-dire que la formation c'est bien, mais s'il y a pas de mise en action derrière, c'est pareil, ça donne aucun résultat. Après il y a dans ce que tu disais aussi, c'est quand même assez positif, parce qu'on ressent aussi que le tourisme, il y a toujours ce côté rêve, et qui fait que les gens ont envie aussi de travailler dans le tourisme, parce que ça les fait rêver aussi dans le perso. Donc c'est quand même un métier qui reste passion, même si aujourd'hui il est professionnalisant, et il faut être professionnel pour le faire. Alors, moi, ce que je dis toujours, parce qu'on me pose très souvent la question, c'est quoi les qualités pour travailler dans le tourisme, même pas forcément pour être un bon travel planner. Moi, je dis toujours, faut être tenace, parce que c'est vraiment un domaine où rien ne se fait en un jour, et c'est un domaine qui évolue beaucoup, donc faut vraiment avoir de la curieux ténacité. aussi. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, curieux, parce que si t'es pas un minimum intéressé au-delà de j'aime bien telle destination ou je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ça va être quand même compliqué. Et créatif, je pense que c'est un domaine qui demande beaucoup de créativité, et c'est, je pense, les plus créatifs, et Aurélie en fait partie avec sa production chez Voyage Sauvage, c'est les plus créatifs qui aussi arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ouais, bien sûr. Du coup, alors la question en quoi cela est innovant, on a vu, c'est du coup c'est un métier qui est pas forcément connu, hein, c'est ça. Hein, moi je connaissais les travel planners où finalement c'est des coachs voyage, donc j'avais pas forcément le bon terme aussi. Hein, donc
Alors aujourd'hui, il y a pas de terme, il y a pas de code vraiment. Okay. Il y a pas de, j'allais dire de réglementation métier non plus. Il y a pas de fiche métier pour le coup. Mais comme beaucoup de métiers récents. Ouais, nouveaux. Ouais, même les wedding planners par exemple, il y a pas de diplôme d'État. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on connaît le métier. Moi, j'utilise Travel Planner parce que c'est en fait notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne aussi, ça existe et ils utilisent ce terme-là et je trouve que c'est le terme qui se rapproche le plus. Parce que c'est vraiment de la planification. C'est pas, tu vois, agent de voyage, il y a vraiment la notion de vente. Et en plus, agent de voyage, c'est un titre professionnel, donc c'est vraiment pas la même chose. Et ça peut tromper le client, donc ça permet de différencier. Mais moi, quand je suis arrivée, tu vois, sur le marché, il y avait peut-être 30 travel planners, en gros. J'ai vu que la plupart des gens s'étaient un peu lancés avec les pieds aussi, enfin en se disant, bah j'y vais quoi. C'est cool, je crée un compte Instagram, j'y vais. Sauf que ouais, le tourisme, c'est un petit peu plus vaste que ça. Et en fait, dans le tourisme... Finalement, tu l'encadres aussi avec ta formation. Ça aide à encadrer. Ah oui, moi, j'ai fait intervenir dans la formation une avocate en droit du tourisme, qui est déjà intervenue chez les Sherlock, Chloé Rezlan. D'accord. Parce que le code du tourisme, c'est quand même un des trucs les plus compliqués à lire. Et parce qu'il y a des gens, effectivement, qui savent pas, mais au-delà des travel planners, moi, je vois aujourd'hui, on en parlait, des plateformes qui se lancent, qui proposent de la réservation, par exemple, d'activités ou de nuits d'hôtel et qui sont pas immatriculés comme agence, mais parce qu'ils savent pas forcément qu'ils en ont besoin et parce qu'ils se sont pas forcément renseignés. Et ça fait aussi lien avec ce que tu disais, le tourisme étant un métier et un domaine où on se dit que c'est le rêve, etc. On a l'impression qu'il n'y a pas de réglementation, sauf qu'en fait, si. Alors, on a déjà parlé du périmètre de service des travel planners, donc on a déjà dit qu'ils étaient plutôt sur la partie conseil et pas du tout sur l'exécution finalement du voyage et le suivi d'exécution. À quelle cible toi tu t'adresses aujourd'hui, des pros en fait en devenir, ou est-ce que aussi à des voyageurs? Comment tu... Alors moi je suis plutôt des gens en reconversion. J'ai beaucoup de gens qui arrivent qui ont fait des bilans de compétences par exemple et pour qui le tourisme ça a été une case qui s'est illuminée pendant les bilans de compétences. Donc j'ai beaucoup de gens aussi qui font ce qu'on appelle les enquêtes métiers pendant les bilans. Donc c'est plutôt des particuliers. J'ai aussi et de plus en plus des anciens du tourisme qui, alors malheureusement, ont soit subi des plans sociaux, donc soit des anciens du voyage qui se disent j'aimerais bien y revenir, mais j'ai pas envie, enfin créer mon agence déjà financièrement c'est pas possible, et on va être très honnête, parfois par rapport à l'âge ils ont du mal à trouver des postes. Alors aujourd'hui il y a des freins aujourd'hui pour retourner dans le secteur, et finalement les travel planners c'est aussi une porte d'entrée pour revenir soit dans le secteur parce qu'ils sont passionnés par le sujet, et peut-être un message aussi du coup à travers ce podcast pour dire aujourd'hui, il faut faciliter l'accessibilité finalement. S'il y a des travel planners aussi, c'est parce que peut-être une partie, en tout cas, peut-être pas tous justement, c'est aussi parce que l'accessibilité au métier d'agent de voyage aujourd'hui n'est pas facile, quoi. Monter son agence, moi ça a été mon cas quand j'ai quitté les agences. J'aurais aimé créer mon agence de voyage, sauf que c'est impossible financièrement. Quand t'as à peine 30 ans, même pas, créer ton agence de voyage, c'est très compliqué. Et puis pour d'autres raisons, mais moi j'avais pas forcément envie d'intégrer certains grands réseaux. J'avais envie d'être indépendante, et honnêtement être indépendant, moi je tire mon chapeau à tous les indépendants dans le voyage, vraiment, les gens qui créent des agences et qui restent indépendants, ça reste très compliqué. Pour survivre, c'est très dur. Et oui, il y a des anciens, alors effectivement il y a l'âge. C'est un bon compromis finalement pour essayer de rentrer dans le secteur et puis parfois même collaborer avec des agences, et pourquoi pas à terme, si c'est pertinent, devenir salarié d'une agence, c'est possible aussi, hein. Mais effectivement, je pense qu'il y a un peu d'évolution à avoir, plus de flexibilité sur l'accès au métier. Où j'ai aussi, et là c'est un peu plus complexe, mais des gens qui sortent de BTS. Alors moi, je suis intervenue dans une promo première et deuxième année de BTS pour parler des évolutions du marché, du métier de travel planner, et j'ai été hyper étonnée, pas étonnée, je vais dire déçue plutôt. Sur 2 classes, j'ai demandé qui voulait travailler en agence, il y a qu'une personne qui a levé la main. Personne ne voulait entrer en agence parce que, alors pour plein de questions, et on le sait, le salaire, la charge de travail, les conditions, bref, il y avait plein de choses qui entraient en jeu. Et ça m'a attristée aussi, parce que je me suis dit, mais ça veut dire qu'on va pas arriver à renouveler aussi le bassin de professionnels, ce qui est dommage. Ouais, la jeunesse, parce que du coup, pour s'adresser aux jeunes demain, il faut aussi finalement avoir des salariés, des collaborateurs et des gens qui se lancent dans ce secteur qui soient aussi issus de la jeunesse.
Et de la diversité aussi des femmes, des hommes, etc. Évidemment. Et puis je pense que c'est aussi, on parle beaucoup du virage du digital, tout ça. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur effectivement le management, l'accès au métier. Finalement, en parlant des travel planners, on déroule d'autres sujets, on tire le fil sur d'autres sujets sous-jacents au fait de l'émergence finalement de ce nouveau métier. Finalement, les nouveaux métiers, ils apparaissent aussi parce que y a des besoins qui sont pas répondus ou finalement ils répondent à des nouveaux besoins. C'est ça. C'est un peu ça aussi. C'est pour ça que je te pose des questions. C'est pour aller pour montrer aussi aux auditeurs qu'en fait finalement ce métier il est né parce que aujourd'hui il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont pas forcément couverts avec les anciens métiers qui existent dans le tourisme et qui finalement permettent à des gens soit de trouver du travail, soit de s'éclater, soit de faire autrement et puis, tu vois, les anciens du tourisme, moi j'en ai par exemple, ils me disent je suis à la retraite, mais j'aimerais bien avoir une petite activité à côté et en fait j'ai envie de revenir à mon premier amour du voyage parce que en fait ils ont un entourage qui a été habitué à soit qu'il soit agent de voyage pendant un temps, soit pendant toute une carrière et qui lui disent tu veux pas nous organiser ça ou nous organiser tel voyage, nous faire les recherches, est-ce que t'as des conseils sur la destination? Et en fait effectivement comme c'est des passionnés, c'est des gens qui continuent à prodiguer des conseils tout le temps. Alors on va parler peut-être sujet qui fâche ou pas. Quel est le coût pour se former au métier et la rentabilité espérée? Alors, le coût, ma formation, elle coûte 1800 €. Après, elle est pas obligatoire. Hein. On peut se lancer de toute façon, c'est pas un diplôme d'État, donc on peut se lancer sans formation. La rentabilité, rentabiliser une formation, c'est une notion très particulière parce qu'on l'aborde pas du tout quand on fait de la formation classique. Alors moi, j'ai des exemples de travel planners que j'ai pas forcément formés, mais qui aujourd'hui sont depuis plusieurs années sur le marché, qui développent même des équipes. Qui créent notamment des marques, etc. Donc c'est un métier en devenir, c'est un métier qui est récent. Moi je le dis toujours, faut pas espérer avoir 100 clients le premier mois quand on se lance, quoi. Ça c'est pas éthique en tant que formateur et c'est pas possible de promettre ce genre de choses. Mais la formation, le but, alors si les gens se questionnent, le but d'une formation c'est d'acquérir du savoir qu'on n'a pas, d'éviter certains pièges parce que parfois on se plante un petit peu en se lançant comme ça. Ok. Et les travel planners, du coup, eux, comment ça la facturation, on est sur qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à une agence de voyage? Alors un travel planner généralement, on va dire en moyenne, parce qu'il n'y a pas de règle, mais en moyenne, on est sur des facturations autour de 40 à 50 € par jour. C'est le budget moyen, on va dire. C'est un tarif qui est fixe et qui est souvent basé sur la durée de voyage. Donc un client qui part 10 jours, il va payer entre 400 et 500 € la prestation. Et après, il y a aussi, selon les complexités, par exemple l'anniversaire de mariage, enterrement de vie de jeune fille, voyage de groupe, etc. Où là, c'est souvent sur devis parce qu'effectivement, c'est des demandes qui sont plus longue à traiter, avec plus de travail derrière. Mais globalement, on est sur ce type de budget. Alors après, un exemple ou une anecdote de ton parcours, justement, dans ce beau parcours de formation de travel planner. Alors récemment, ça me permet de lui faire en plus une petite dédicace. J'ai été contactée, en fait, j'ai contribué à créer la première assurance responsabilité civile professionnelle pour les travel planners. Donc aussi bien un travel planner qui va travailler pour des clients ou qui va travailler avec une agence, parce que il y avait aussi certaines agences qui avaient un frein à travailler avec des travel planners parce qu'il n'y avait pas d'assurance qui existait pour ce métier-là, parce que c'est du métier de conseil. Et avec Chapka, on a collaboré donc avec Yann pour créer justement une assurance qui réponde à ce besoin-là, parce que et c'était aussi une demande des travel planners, ils souhaitaient s'assurer en responsabilité civile, donc couvrir par exemple le défaut de conseil, mais personne ne voulait les assurer parce que le métier n'a pas de référence et n'existe pas. Et on a collaboré avec Yann, et du coup la première assurance est née là au mois de juin. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est une super actu, ça. Ouais, et puis ça montre aussi que en fait, c'est un métier qui est professionnalisant, qu'on n'est pas dans quelque chose voilà, en fait, les gens n'ont pas envie de faire ça pour faire n'importe quoi. Ils ont bien conscience qu'ils ont des entreprises et que, en fait, il y a des règles et se couvrir en fait partie. Et ça couvre aussi leurs clients, en fait. D'accord. Donc c'est hyper important et Chapka a été très proactif là-dessus et je les remercie. Ça je suis hyper fière d'avoir contribué avec Chapka à créer ça et je sais qu'il y a plein de travel planners qui du coup prennent l'assurance parce que ça les tranquillise aussi et ça tranquillise les clients. Ok.
on va rentrer sur les enjeux. Quels sont vos enjeux sur demain pour les travel planners? Et qu'est-ce que tu réponds? Alors, on a déjà abordé le sujet à ceux qui pourraient parler de concurrence déloyale, notamment chez les agences de voyage. On l'a dit, hein, c'est pas les mêmes clientèles. Donc, vas-y, je te laisse. Alors déjà, je pense que nous on en a parlé un petit peu ensemble, mais je pense qu'il y a j'espère que le métier de travel planner fera peut-être aussi évoluer les pratiques dans le tourisme, que ça soit envers les clients, mais aussi envers les salariés, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de faire évoluer. On parlait future of work, etc. Je pense que le voyage c'est alors certes c'est un domaine qui fait rêver, mais je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui ont plus beaucoup l'occasion de rêver. C'est pas un métier qui est simple, c'est pas un métier qui est très valorisé aussi. Donc peut-être qu'avec un nouvel acteur sur le marché, ça permettra peut-être de revaloriser les métiers, de repenser aussi le métier d'agent de voyage, je pense. Après, c'est aussi faire comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle et qui serait celui de l'agence de voyage, parce que aujourd'hui, c'est un peu la seule chose que connaissent aussi les clients, mais c'est une évolution du marché, comme est arrivé Airbnb en 2008, où les gens étaient un peu là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc loué chez des gens, mais quoi? Oui, c'est plus de l'hôtellerie classique. Aujourd'hui, on a les campings, les hôtelleries de plein air qui se réinventent aussi, où on a on a plus de locatifs, un peu moins d'emplacements nus. Donc en fait, tous les secteurs finalement du tourisme évoluent. Hein. Et en fait, la donc l'agence de voyage aussi, c'est normal qu'à un moment donné, elle ait ce besoin d'évolution aussi. Et puis c'est aussi permettre à des gens, tu vois, qui sont, on l'a dit, mais qui sont exclusivement sur des plateformes, c'est-à-dire qu'ils vont, en fait, voyage, ils réfléchissent pas, ils pensent Booking, TripAdvisor, le Routard, machin. Tu vois, ils sont que dans du digitalisé. De permettre aussi à ces gens-là de revenir vers des professionnels, parce que moi j'estime que les travel planners sont des professionnels, et de se dire, finalement, il y a aussi des agences, parce qu'il y en a qui ont des fonctionnements pas très loin des travel planners. Peut-être que pour certains voyages, j'irai faire appel à telle agence. Et en fait, c'est aussi les raccrocher à un professionnel du voyage, parce que aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du conseil. Donc c'est de l'humain, en fait. Alors, et par rapport à ça, est-ce que alors je sais pas si les agences de voyage, c'est une vraie question que j'ai. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu vas dans une agence de voyage, généralement, on te propose le conseil, et on te propose aussi de faire la résa et de faire le suivi de dossier. Si tu demandes que du conseil, je pense que c'est pas encore proposé. Ouais, en fait, alors que finalement, l'agence pourrait aussi avoir une proposition un peu à la carte, parce que finalement c'est ça, c'est du service qui est à la carte. Finalement, on pourrait se dire soit je prends que le conseil, soit je prends le conseil et la résa, soit je prends le conseil, la résa et le suivi aussi à destination, qui est aussi un service qui est très important. On avait reçu Travel Assist là-dessus, qui collabore avec énormément d'agences de voyage pour que le voyage, l'expérience pendant le voyage soit la meilleure possible pour les voyageurs, et qu'ils puissent avoir toujours un point de contact, etc. Donc on a aussi des nouveaux acteurs, des nouvelles startups qui viennent un peu apporter un peu de renouveau au secteur, donc à la fois les startups et aussi les nouveaux métiers. Et finalement, aujourd'hui, les travel planners aussi existent par rapport au fait que le secteur a peut-être pas répondu aux attentes des voyageurs. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, par rapport à l'offre qui pourrait être un peu segmentée, l'offre de service dans les agences? Aujourd'hui, et c'est normal, le modèle d'une agence, c'est, pour la plupart, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais majoritairement, c'est faire du volume, c'est vendre des produits maison, ou des produits commissionnés. Moi, j'ai longtemps été dans des groupes, et on va pas se cacher derrière notre petit doigt, on le sait, et c'est les indications de vente, et c'est ok, c'est un volume économique. Oui, et puis après c'est un modèle économique aussi qui marche, et qui a besoin d'exister. Moi, je suis pas, parce qu'il y a un peu cette guéguerre, oui, les travel planners, les agences. À un moment, l'idée, c'est pas d'éteindre les agences de voyage. Je pense qu'il y a besoin des deux, mais il y a besoin en fait de plus de diversité. C'est exactement ce que tu disais, que l'offre se développe. Il y a effectivement plein de startups aujourd'hui qui se créent, et même sur de l'organisation de voyage, des outils d'assistance, des outils pour organiser ton voyage en famille. Aujourd'hui, en fait, le client, il est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il va pas qu'à un seul endroit. On a énormément d'infos. Il y a aussi les influenceurs et les blogueurs qui proposent beaucoup de contenu, qui parfois ont de l'affiliation avec certaines plateformes, et du coup, instinctivement, renvoient leur audience. Et qui sont d'ailleurs sur IFTM, on a le village des influenceurs qui d'ailleurs, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Travel Insight qui est sur le sujet, beaucoup sur ce sujet-là de communication. Et on a des Théo aujourd'hui qui n'étaient pas du tout sur, qui n'allaient pas du tout sur l'influence, et on voit que l'influence aujourd'hui, elle a pris voilà, ils y vont. Donc
les pratiques sont en train de changer quand même, hein, mais il y a encore des choses qui... Oui, voilà, il y a besoin... Il y a besoin de diversité, et ça veut pas dire que si on a fait appel à des influenceurs, on va pas aussi faire de la communication qu'on faisait avant, plus classique. C'est comme aujourd'hui, on parle à travers un podcast. Avant, on était peut-être plus sur la vidéo ou sur d'autres formats. En fait, faut voilà, c'est ça. Faut tester des choses, ouais. Je pense que c'est... Moi, je pense qu'on a tout à gagner, au contraire, à réfléchir ensemble et à pas se tirer dans les pattes. Les métiers peuvent coexister complètement, parce que, et c'est toujours pareil, il y a plein d'évolutions. Pour toi et les travel planners, c'est ça qu'ils vont apporter. Ça, c'est c'est de redonner aussi un vent d'air frais, du renouveau. Je pense qu'il y a, en fait, il y a besoin d'indépendants dans le tourisme et de freelance, je pense. Hein. C'est un des domaines où il y en a peut-être le moins. Et c'est en train de changer, mais il y a plein de domaines de types d'activités où il y a des freelances, et depuis longtemps. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans le tourisme ? Je pense que, il y a des besoins d'évolution, il y a des besoins de repenser aussi la relation client, moi je pense. Il y a beaucoup de clients, alors ça, malheureusement ça arrive et on va pas faire comme si ça n'existait pas, mais il y a aussi des clients qui disent en agence aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai pas trop de choix en fait sur les produits, et le fait de pouvoir un petit peu sélectionner les prestations qu'ils veulent en faisant appel à un travel planner ou en fait en allant sur d'autres plateformes, hein, Booking, Expedia ou autres, les gens se sentent un peu acteurs de ce qu'ils font comme voyage aussi. Comment tu penses que les deux modèles peuvent cohabiter ? Mais on en a déjà parlé, du coup tu viens d'y répondre. Et du coup, pour toi, au niveau des évolutions, on est au début finalement du sujet. Oui, c'est ça. Oui, on est au tout début. Après, en toute transparence, il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui travaillent avec des apporteurs d'affaires, par exemple. D'accord. Il y a aussi des agences qui travaillent avec des travel planners. Alors parfois avec des apporteurs d'affaires sans aucun cadre, et là effectivement ça peut aussi poser souci. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets en fait à revoir. Je pense que les deux modèles peuvent coexister complètement et peuvent même travailler ensemble. Moi j'ai accompagné une agence indépendante qui elle travaille aussi avec des travel planners parce que certains clients veulent absolument les réservations et que les travel planners ne pouvant pas le faire amènent les clients aux agences. Et ne disent pas systématiquement aux clients, comme ce qu'on pourrait croire, passez sur internet absolument, n'allez pas en agence. Pas du tout. Le client qui veut un service et qui veut une personne, un travel planner va le renvoyer vers une agence. Finalement, on est sur un positionnement d'apporteur d'affaires, ou en tout cas un positionnement différent. C'est ce qu'on a dit un peu tout le long de l'interview. Même de sous-traitance pour certains carnets. Je pense que honnêtement, c'est un peu limitant de se dire oui, c'est soit eux, soit nous. Non. Non, en fait, l'agence, elle répond à un besoin qui est réservé, qui est proposé, par exemple, des produits packagés, qui est aussi de dire au client, vous avez rien à gérer, on s'occupe de tout. C'est ok. Et un client qui peut être un client d'une agence peut aussi être un client d'un travel planner pour d'autres types de voyages. Donc l'idée c'est de collaborer. Ouais. Alors une autre question je t'ai déjà plus ou moins posée. Que penses-tu toi des plateformes entre les voyageurs qui se donnent des conseils entre pairs, comme My Atlas par exemple, et par rapport aux travel planners du coup? Entre voyageurs quoi, j'allais dire, alors je pense que c'est cool et il y a plein de bonnes choses, c'est bien l'échange de savoir entre guillemets, ou d'expérience. Je vais parler plutôt d'expérience. Moi je le constate trop souvent sur des groupes Facebook, sur des forums ou sur plein d'autres choses. Il y a plein de gens qui conseillent des choses mais qui sont liées à leur cas particulier et qui sont pas du tout des vérités dans le voyage. Sauf que ça, effectivement, les conseils entre voyageurs, c'est bien, par contre il faut le garder pour ce que c'est un conseil de voyageur à voyageur. C'est pas un conseil de professionnel. Donc finalement, chacun, je pose la question aussi pour vraiment faire comprendre finalement parce qu'on va parler de My Atlas, on les a interviewés, c'est l'interview pas sortie, et aujourd'hui l'idée c'est aussi de voir un peu les nouveaux modèles qu'il y a par rapport à l'agence traditionnelle. Donc là on a les travel planners, on a eu My Atlas. Et en fait, de se dire que finalement, My Atlas, ils vont toucher des gens un peu différents au niveau de l'influence, qui vont s'influencer entre eux. Les travel planners vont toucher encore d'autres personnes qui vont être un peu différents avec ce côté un peu pro sur le conseil. Et les agences de voyage vont venir compléter plus loin finalement le conseil, le suivi, etc. Et il va falloir qu'ils travaillent beaucoup sur justement leur valeur ajoutée qui est encore plus forte sur la résa et le suivi pendant le voyage, etc. pour justement faire face finalement à ces nouvelles attentes des voyageurs, parce qu'au final si ces modèles se développent, c'est qu'il y a des besoins des voyageurs, hein.
Bah, après, j'allais dire, c'est toujours pareil quand tu dis aux gens, si vous voulez, on vous met en place un système qui, je connais pas My Atlas particulièrement, mais on vous donne accès à des gens qui vont juste vous donner des conseils gratuitement, mais comme beaucoup de gens, ils vont dire, bah super, c'est super de pas payer, mais attention, ça reste un conseil entre voyageurs. Donc c'est aussi ça, c'est moi quand je vais sur Facebook ou sur le forum du Routard ou autre, je vais vérifier les infos parce que malgré tout, ça reste des voyageurs, et les voyageurs ne sont pas des pros, et ça revient à ce qu'on disait. Quelqu'un qui a fait un tour du monde, il est peut-être un très bon voyageur, mais c'est pas forcément quelqu'un qui peut la différence qu'il y a, c'est que quand même, c'est intéressant en termes d'influence par rapport aux autres influenceurs, parce que moi, il y a des gens comme Bruno Maltor, je sais pas s'il a des enfants, monsieur Maltor, qui une famille, et bon, voilà. Mais quand il voyage peut-être pas de la même façon que moi ou mon voisin, parce que moi, j'ai envie, j'ai une famille, si je voyage en famille, j'ai d'autres besoins que Monsieur Maltor, et donc je vais peut-être pas voyager de la même manière et avoir les mêmes besoins. Et en fait, du coup, My Atlas, il y a ce côté aussi quand même influence où je vais peut-être suivre finalement des carnets de voyage de voyageurs qui ont un peu le même profil. Mais ça reste là. En effet, il n'y a pas le côté professionnel. Mais en tout cas, on est quand même sur de l'influence. Finalement, on rejoint quand même avec le conseil, il rejoint l'influence, il rejoint tous ces sujets-là. Et c'est assez intéressant de voir que, ouais, on va aller chercher des gens qui nous ressemblent. Ou alors on va chercher un conseil où justement l'agent ou le travel planner du coup va comprendre ce que nous on attend, et finalement c'est ce que tu disais, on va c'est pas comment on va voyager nous. C'est ça. C'est pas et c'est surtout, alors il y a comment on voyage nous, il y a effectivement alors les gens qui moi par exemple je n'ai pas d'enfants, donc effectivement je ne me vois pas te conseiller toi qui voyage avec des enfants parce que je ne vis pas ce genre de situation. Alors que par exemple, un travel planner qui va être spécialisé sur les voyages en famille, logiquement, il connaît, parce qu'on ne spécialise pas sur n'importe quoi, c'est pas juste une opportunité marché, il se spécialise parce qu'il connaît la façon de fonctionner d'une famille en voyage. Client. C'est ça, et qui est pas la même que tout le monde. Une solo voyageuse backpack, c'est effectivement pas le même type de voyage que un couple qui part en voyage de noces. C'est ça. Et après, on peut aussi se dire que, par exemple, on va partir en famille, et puis l'autre fois, on va partir avec des amis. Et donc, on peut aussi imaginer des liens entre le travel planner ou l'agence de voyage qui est un peu spécialisée sur les voyages entre potes et le travel planner qui est plus spécialisé sur les voyages en famille. Donc, en fait, du coup, il y a ce côté communautaire aussi. Totalement. Mais je pense qu'il y a besoin effectivement de plus de représentation. Là, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour notamment toutes les questions de voyage ou d'activité pour la communauté queer. Et alors, ou LGBTQ+, qui aujourd'hui dans le voyage n'est pas du tout représentée, par exemple. Et effectivement, c'est très clairement un segment du marché qui ne s'improvise pas. Très clairement. Oui, c'est comme nous, alors on a reçu aussi sur un autre sujet, sur le sujet des gens en situation de handicap ou de mobilité réduite, pas forcément de handicap grave d'ailleurs, qui est un sujet qui est encore pas très abordé. Et donc qui pourtant, même sur on va dire ce qu'on appelle les ALD, les affections longue durée, type le diabète ou la dialyse, ça peut être des voyages où effectivement il y a besoin d'adapter certaines choses. C'est ça. Et aujourd'hui, les agences, comme les travel planners, sont quand même pas hyper formées sur le sujet, justement. Alors, il y a des thématiques qui sont très particulières, notamment tout ce qui est handicap, etc. Là, en plus, on rentre dans des conditions sanitaires qui sont très spécifiques. Donc, effectivement, je pense que ça mérite une formation spécifique. Ou de très bien connaître la thématique, parce que il peut se trouver que la personne soit affectée elle-même d'un certain handicap, soit ait quelqu'un dans sa famille qui soit porteuse de handicap, et du coup elle est très sensibilisée à cette cause-là. Mais il y a autant en fait de voyageurs que de profils. Mais il y a effectivement certains segments qui sont pas du tout représentés dans le voyage. On avait reçu Moby Travel qui aussi, en plus de ça, eux travaillent avec d'autres sur le sujet de comment faire connaître les besoins de ces personnes et comment ils peuvent aussi plus ou moins travailler avec les agences demain, parce que finalement il y a un marché qui est pas du tout exploré. Et là, du coup, dans tes travel planners, est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés aussi sur des segments de clientèle comme ça avec des attentes très spécifiques. Ouais. Alors j'ai accompagné une travel planner qui elle est justement dans le
qui s'est spécialisée dans le handicap parce que dans sa famille, elle a quelqu'un qui est porteur de handicap. Et après, alors il y en a qui sont spécialisés soit sur des destinations ou sur des types aussi de voyages, notamment tout ce qui est solo voyageuse, parce que là aussi, voyager en tant que femme seule, c'est pas quelque chose qui est forcément très simple, ou du moins qui peut paraître compliqué et en fait qui demande juste de l'accompagnement. Moi, j'ai des travel planners, oui, qui se spécialisent. Et l'idée dans la formation, c'est aussi de proposer des modules qui soient thématiques. Après, il y a tellement de choses et c'est tellement vaste que ça demande du temps, parce que créer des programmes de formation, c'est long. Mais oui, moi, j'ai pas mal de gens qui se spécialisent. Soit parce qu'ils sont connaisseurs d'une certaine thématique, notamment les voyages en famille, tu vois, c'est l'exemple qui revient souvent, mais... On voit qu'il y a quand même, beaucoup de points où finalement il y a un marché qui, on pourrait expliquer ça dans l'innovation, c'est Océan Bleu, où il y a des choses où, franchement, le marché il est hyper ouvert. Finalement, il n'y a pas trop de quoi se tirer dans les pattes, tellement il y a des choses à faire, quoi. Ah, totalement. Mais c'est aussi c'est l'avantage d'internet et de la profusion de contenu et aussi l'avènement des influenceurs, etc. C'est qu'aujourd'hui il y a tellement effectivement de segments possibles à expérimenter et même à proposer une offre. Tu vois, je reprends l'exemple de la communauté LGBTQ+. Aujourd'hui, il y a aucun, à ma connaissance, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'en ai pas. J'ai pas à ma connaissance un opérateur qui soit spécialisé sur ce type de clientèle, et pourtant, c'est une clientèle qui ne peut pas forcément, et qui ne se sent pas forcément à l'aise de voyager avec n'importe qui. C'est pas forcément évident. Et qui, en plus, a des besoins qui sont assez spécifiques. Donc oui, il n'y a pas de raison de se tirer dans les pattes. Honnêtement, je pense qu'il y a... il y a encore beaucoup de choses à faire, et justement, faut un peu libérer... Toi, ton message, du coup, ton avis personnel sur le sujet de travel planner et du tourisme en général, c'est il y a encore beaucoup de choses à faire, finalement, et il faut libérer la flexibilité, c'est ça, hein? Ouais, parce que je comprends. Et puis sur plein de segments, on a parlé je pense, du management, des produits, de la communication. On a parlé de choses. Des points de vente. Enfin, tu vois, il y a plein de, et c'est pas étonnant aussi. Moi, c'est pas que ça m'étonne, mais à chaque fois je suis quand même étonnée. Il y a de plus en plus de plateformes qui se créent dans le tourisme, de startups qui se lancent, etc. Parce qu'en fait, il y a plein, effectivement, de segments qui sont pas du tout explorés. Ah non, mais complètement. Donc oui, moi on le voit parce qu'on reçoit des gens qui sont dans l'innovation et qui justement vont essayer de réinventer les choses, et en fait on se rend compte de plein de choses, et d'ailleurs on peut pas recevoir tout le monde, on peut pas toujours on sélectionne parfois, mais oui, on voit que ça bouge et qu'en même temps il y a ce besoin là aussi de flexibilité. Alors, oui, je pense que même les agents de voyage, tu vois, on va dire, parce que c'est entre guillemets les opérateurs classiques, il y en a plein qui aimeraient explorer peut-être d'autres segments, qui aimeraient avoir plus d'espace pour leur créativité. Vraiment, il y a un besoin aussi d'aller explorer plein de choses qui sont pas du tout développées. À un moment, on était très axé marché, tu vois, de la croisière. Il y avait plein de spécialistes de la croisière qui se sont créés. Bon bah ok, bah il y a plein d'autres segments aussi qui peuvent se développer, je pense. Nous sur les Sherlocks du voyage, on est complètement en phase là-dessus, puisque on pense qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de nouveautés, de créativité, qu'en fait c'est un terrain de jeu. Ouais, en fait le mot c'est ça, c'est un terrain de jeu pour nous. Tellement il y a de sujets aussi à aborder, d'acteurs qui veulent proposer des choses, des nouvelles choses, donc c'est passionnant finalement. Enfin nous on est passionnés en tout cas. Et puis je pense qu'il faut discuter. C'est bien d'avoir des médias comme le vôtre parce que ça permet de discuter. C'est bien qu'il y ait plein d'initiatives qui se lancent parce que ça permet aussi aux gens de se rencontrer et de discuter. Et je pense que c'est nécessaire dans ce domaine. Alors du coup, on est à la fin de cette interview, on a abordé énormément de sujets. Franchement, c'est passionnant. Je ne connaissais pas. Alors vraiment, je connaissais pas du tout le métier. Alors, je te connais toi. Alors, pour ceux qui nous suivent, en fait, je t'ai connu, mais je savais que t'étais agent de voyage, mais on s'était pas parlé depuis 10 ans. Et moi, à l'époque, j'étais dans l'hôtellerie, donc rien à voir. J'étais pas du tout passée par les Théo, etc. Donc, j'ai vraiment, voilà. Et il s'avère que je connaissais pas du tout, moi, le terme travel planner, etc. Je connaissais pas du tout ce que tu faisais, mais je te connaissais toi. On arrive à la fin de cette interview, on a discuté d'énormément de points super intéressants. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc déjà, merci, Élise, pour ça. Et du coup, je te laisse un peu le mot de la fin, un message pour tes futurs potentiels clients, prospects, et pour les pros aussi. Alors, message général, je pense que vraiment le travel planner est
d'autres métiers, d'autres médias, d'autres startups. On a tous un rôle à jouer, je pense, dans l'avenir du tourisme, parce que justement, on fait les choses un peu différemment. Et en fait, c'est cool qu'il y ait plein de modèles et qu'il y ait plein de prestations différentes. Je trouve ça intéressant parce que ça permet à plein de clients de se reconnaître dans les professionnels du tourisme et de s'adresser à celui qui leur correspond. Je pense qu'on a réellement besoin de faire évoluer, que ça soit les produits, la communication, le management, revaloriser le métier, le rendre plus attractif. Enfin, il y a plein de sujets. Peut-être que sur les Sherlock, je reviendrai en aborder d'autres, peut-être avec Carole. On sait pas. Mais ouais, je pense qu'il y a besoin de faire évoluer tout ça. Il y a besoin aussi d'écouter les pros. Moi, je pense aux agents de voyage aussi, qui ont une connaissance du terrain et des clients. Donc, je pense qu'il y a besoin de faire un peu bouger les lignes. Et je pense que les Sherlock, vous le faites aussi. Et pour les pros, honnêtement, soyez dans l'échange. Si vous avez envie de discuter, venez discuter du métier de travel planner, venez discuter du tourisme. Moi, c'est avec grand plaisir. Je dis pas que j'ai la science infuse et que je sais mieux que les autres. Au contraire, j'ai appris plein de choses. J'ai un BTS, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. Toutes ces expériences ont nourri aussi aujourd'hui la formation que j'ai créée. L'idée, c'est pas de voir les travel planners forcément comme une menace. Moi, j'ai créé la formation justement pour donner un cadre, donner des règles, montrer qu'il y a différentes branches dans le tourisme. Et l'idée, c'est vraiment de construire ensemble et de faire évoluer notre domaine ensemble, parce que je pense honnêtement, et je pense que tout le monde en est convaincu, le tourisme ne va pas s'arrêter demain. Il y a eu Internet, il y a eu les OTA, aujourd'hui il y a les travel planners, mais demain il y aura d'autres acteurs. L'idée, c'est pas de se dire on va tuer un des deux marchés, c'est de travailler ensemble et que les clients soient contents, en fait. Voilà. Et répondre à tous les besoins. Ouais, répondre à tous les besoins. Un grand merci, Élise. Et puis, du coup, on vous dit à bientôt sur les Sherlocks du voyage avec des nouveautés et des nouvelles innovations et une nouvelle découverte, comme toujours. Donc, voilà. À bientôt. Merci. Salut. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!